Merci de choisir Nal TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par cette réunion tenue par le Premier ministre Moustapha Madbouli. Le chef du gouvernement a enjoint le gouvernement de former un haut comité pour la modernisation des mausolées de la famille du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et leur protection, et ce dans le cadre du plan de l'État pour la sauvegarde de l'aspect civilisationnel des régions qui jouissent d'une grande importance historique. Moustapha Madbouli a tenu ses propos lors d'une réunion tenue hier avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ayman Achour. Les détails dans ce compte-rendu signé Marwa Arafa et Shams Nemi. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a ordonné la formation au comité pour la réhabilitation des mausolées de El El-Beit ou la famille du prophète et leur protection contre l'étalement urbain, et ce, dans le cadre de l'orientation de l'État vers le sauvegarde de l'aspect civilisationnel des dites régions et le fait de leur redonner leur profondeur historique. Le docteur Madbouli a tenu ses propos lors d'une réunion lundi avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ayman Achour, pour suivre nombre de dossiers du travail du ministère. Le Premier ministre a de même évoqué le développement de la zone historique du sud du Caire pour soutenir le tourisme et revivifier les régions patrimoniales et fluidifier le trafic routier. L'entrevue s'est de même axée sur l'intérêt particulier accordé par le ministère de l'Enseignement supérieur au secteur de la technologie d'information, afin de renforcer son rôle dans les établissements de l'enseignement supérieur, améliorer les capacités des travailleurs et soutenir le processus du développement numérique, et ce en harmonie avec la vision Égypte 2030. Et pour parler donc de ce sujet, on a en ligne M. Simon Sayer qui est expert en tourisme. Bonjour monsieur. Bonjour. Hier, c'était une réunion du Premier ministre Moustapha Madbouli avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et on a parlé donc de la modernisation des mausolées des descendants du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, El El-Beit ou la famille du prophète, qui ont donc une place particulière, comme vous le savez, donc chez les Égyptiens. Si on parle du tourisme religieux, on parle aussi des mosquées, donc de grandes mosquées en Égypte. Sultan Hassan, par exemple, Al-Rifa'i, la mosquée de Mohammed Ali, plusieurs grandes mosquées au Caire et en Égypte en général, à part aussi les mausolées de la famille de El El-Beit, la famille du prophète Mohammed, qui ont une grande importance. Alors, quelle est la place donc de ce genre de tourisme dans le secteur du tourisme égyptien? Alors, la visite des mausolées n'a pas encore pris sa place dans le tourisme religieux en Égypte. Mais elle peut en avoir une place si on prend la décision de faire la promotion nécessaire. Ça veut dire faire un programme pour ce sujet qui serait décrit et expliqué par l'institution Al-Azhar, qui serait bien sûr la meilleure à savoir les points d'intérêt pour les visiteurs. C'est eux qui peuvent déterminer qui veut venir voir quel mausolée. À l'exemple, si je fais la promotion pour le mausolée de l'Agacan, je ferai ma promotion en Inde, vu que c'était ses origines et qu'il y a encore pas mal de gens qui sont dans ce régime et dans cette suite de cette école, de la famille de l'Agacan. Si je prends par exemple les mausolées qui appartiennent à la famille du prophète et ses descendants, oui, on doit savoir à qui on va s'adresser.
Par exemple, pour le tourisme chrétien, on s'est adressé au Vatican pour qu'il puisse faire un voyage sur les pas du Christ. Maintenant, je m'adresse à El Azhar qui va faire ce descriptif d'une façon que l'investissement dans la réalisation de la modernisation soit rentable. Car pour l'instant, la visite, elle est gratuite. Ce qui veut dire que le revenu serait à travers les nuits dans les chambres hôtelières et dans la résidence des gens et leur consommation à tous les jours dans le pays. Quand on fait la restauration des mausolées, elle doit être accompagnée par les sites historiques qui sont autour. Car ces gens veulent toujours y voir la vie dans ce temps-là. Dans les premiers siècles, par exemple le 7e, le 10e, le 12e, il y a pas mal de très beaux travaux de l'époque des Mamelouks, de l'époque ottomane, aussi bien qu'on a des mosquées du 7e siècle, depuis l'arrivée d'Amr ibn al-As en Égypte, comme l'ancienne ville El Fostat. Oui. Ce qui veut dire qu'on peut joindre la visite d'un musée d'art islamique comme celui qui a été réalisé par l'institution égyptienne El Azhar, et ça se trouve dans le pas loin du centre du Caire. Eh bien, je peux faire une visite pareille. Je peux rajouter un musée dans la zone El Fostat. Je peux faire visiter les ruines de cette ancienne ville. L'aqueduc du Caire relié à la citadelle de Saladin, relié à la mosquée de Mohamed Ali Pacha. On peut relier et faire un circuit dans lequel on visite les maisons qui ont été utilisées à l'époque, comme les plus célèbres actuelles, Beit Saheni, Oui. qui à un moment donné, il y en avait plus que 100 familles qui habitaient à l'intérieur. Oui. L'État il a été obligé de déloger 200 personnes. Alors on s'imagine la taille de cette résidence ouverte au public pour qu'elle soit visitée, plaçant à l'intérieur du meuble, plaçant les plats avec la mosaïque, plaçant tous les travaux qui étaient en faïence bleue, visitant les plafonds qui sont formidables, l'archéterie et les travaux de bois. Aussi bien voir comment à l'intérieur de ces maisons, on avait un endroit pour préparer la farine, la cuisine, les chambres à coucher, les lieux où les femmes accouchaient dans ces maisons. Il y en avait un lieu pour cela et qui se visite jusqu'aujourd'hui, qui a des caractéristiques extraordinaires concernant sa luminosité et la séparation Oui, de c'est vrai, la dame. c'est vrai que les mosquées comme celle, par exemple, de Al-Hussein, Sayyida Zainab ou aussi Al-Shafi'i. Donc, il y a pas mal de visiteurs, mais ce sont des visites individuelles, si je peux le dire, des étrangers, bien sûr, mais ce sont des visites individuelles. On peut pas dire qu'il y a un groupe de touristes étrangers qui se dirigent vers, par exemple, Sayyida Zainab ou Al-Hussein. Exactement, mais le point c'est que toutes ces visites sont gratuites. Il n'y a pas un ticket d'entrée. Et de là, quand on dit il y a un investissement qui serait placé, c'est différent entre la précision que ce soit une restauration parce que nous, on a le devoir de conserver nos monuments, ou bien on fait une dépense pour ramener un revenu. Si c'est pour la restauration de nos monuments, en ce moment, il faut qu'il y ait un programme d'études concernant l'importance historique de ces lieux. Vu que nous, on possède plus que 642 endroits à l'intérieur du Caire, islamiques merveilleux, enregistrés mondialement en tant que chefs-d'œuvre. Tous nécessitent des travaux de restauration. Tous nécessitent la présence de nos inspecteurs et de nos artistes pour qu'ils nous les placent, on peut dire, au niveau de restauration mondiale. Vous savez, les travaux de bois à cette époque n'étaient pas faciles. Et c'est très important de les restaurer. Oui. Et nous, on a des experts. On prend l'exemple de la restauration qui a eu lieu pour la citadelle de Caïbé à Alexandrie, ce qui a été réalisé en 1477. Et bien, quand elle a été restaurée, elle est de retour un chef-d'œuvre. Et bien sûr, c'est un travail qui coûte des dizaines et des centaines de millions. Et de là l'importance de faire un travail qui est vraiment à l'excellence et choisir les lieux selon un programme qui serait présenté pour créer un tourisme intérieur pour ce sujet. Oui, la mosquée El Sayyida Zainab, El Hussein, El Rafa'i, El Hassan, c'est des merveilles. C'est des merveilles. Vous savez, ils ont des plafonds
qu'on ne peut plus y refaire à nos jours. Il faut bien les conserver. Les travaux de verre qui sont à l'intérieur, où on voit les belles couleurs, le jaune, le bleu. Le bleu, il est exceptionnel qui se trouve dans nos mosquées. Et quand ils ont fait les travaux pour travailler l'ébène avec l'ivoire, il est vraiment unique, surtout qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'ivoire qui est présent sur le marché vu l'interdiction de l'importer. Aujourd'hui, c'est très important de bien le restaurer, de bien l'exposer, car ce sont des pièces, une fois qu'elles sont abîmées, elles ne sont pas, on ne peut plus les répéter. Tout à fait, M. Simon Sawyer, expert en tourisme. Merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. On continue avec nos reportages et cette fois c'est le centre médiatique de l'Alliance nationale pour l'action civile et le développement non gouvernemental qui a annoncé le lancement de la deuxième étape du 6e convoi transportant des aides humanitaires et des médicaments aux Palestiniens. Cette deuxième étape ou cette deuxième phase du convoi inclut plus de 126 camions transportant plus de 2400 tonnes de produits alimentaires, de médicaments, d'eau potable, d'eau minérale, de matelas, de tentes, de couvertures et de vêtements. Les détails dans ce compte rendu. L'Alliance nationale lance la deuxième phase du 6e convoi de soutien à la Palestine. Le centre des médias de l'Alliance nationale pour le travail de développement communautaire a lancé la deuxième phase du 6e convoi d'aide humanitaire, de secours et médical pour les frères palestiniens, qui comprend plus de 126 remorques chargées de plus de 2400 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments, de matériel médical, d'eau minérale, de matelas, de tentes, de couvertures et de vêtements. La deuxième phase du convoi comprenait plus de 2067 tonnes de denrées alimentaires, 64 tonnes de médicaments et de fournitures médicales, plus de 21 tonnes de vêtements et de couvertures, plus de 20 tonnes de tentes et de matelas et 185 tonnes d'eau minérale. C'est ce qu'a indiqué le centre des médias dans un communiqué de presse publié ce mardi. Les entités et les institutions de l'Alliance nationale pour le travail de développement de la société civile participent au convoi pour aider nos frères de Gaza à faire face et à supporter le fardeau de la guerre qui a fait des milliers de victimes et de blessés. Ceci vient en application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi de fournir un soutien immédiat et une aide humanitaire à l'État frère de Palestine et dans le cadre du soutien et de la solidarité de la République arabe d'Égypte envers le peuple palestinien frère pour atténuer la violence, ce qui a conduit à de nombreuses victimes et blessés. « 20 camions transportant les aides alimentaires égyptiennes sont entrés hier dans la bande de Gaza à travers le point de passage de Rafah. 252 autres camions chargés d'aide alimentaire sont aussi arrivés aujourd'hui dans la bande de Gaza à travers le terminal de Korm Abou Salem. 7 camions citernes transportant du gaz et du diesel sont entrés dans le secteur. Le terminal de Rafah a en outre reçu aujourd'hui 20 blessés palestiniens et 31 accompagnateurs venant de la bande de Gaza pour recevoir les soins médicaux nécessaires aux hôpitaux dans les divers gouvernorats de la République. L'armée de l'air égyptienne intensifie les largages aériens de tonnes d'aide alimentaire et d'aide d'urgence dans un certain nombre de zones au nord de la bande de Gaza, et ce, en coopération avec la Jordanie et plusieurs autres pays pour contribuer à atténuer la grave crise humanitaire et la détérioration des conditions de vie des habitants et des citoyens au nord de la bande de Gaza. Le porte-parole du ministère de la Santé à Gaza, Ashraf El-Qadra, a déclaré que la fosse commune découverte dans la cour de l'hôpital Al-Shifa est une preuve indéniable du génocide que mènent les forces de l'occupation dans le secteur de Gaza. Selon le porte-parole palestinien, l'occupation israélienne essaye, en inhumant les corps dans les fosses communes, à renoncer à sa responsabilité devant les instances internationales, tout en appelant la communauté internationale à ne pas permettre à Israël d'échapper à la punition.
Après des opérations de fouille, une cimetière contenant une fosse commune qui renferme des dizaines de corps à demi décomposés dans la cour de l'hôpital Al-Shifa, qui s'avère le plus grand hôpital au secteur de Gaza et qui a été détruit récemment lors des attaques menées par les troupes de l'occupation israélienne. Et on termine par cette nouvelle. L'Iran a fermé ses installations nucléaires dimanche, jour de son attaque contre Israël. C'est ce qu'a indiqué hier le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi. Lors d'une conférence de presse en marge d'une réunion du Conseil de sécurité, M. Grossi a été interrogé sur la possibilité d'une frappe de représailles israélienne contre des installations nucléaires iraniennes. Le chef de l'AIEA a dit qu'il était toujours préoccupé par cette possibilité. Il a dit que les inspecteurs en Iran ont été informés par le gouvernement iranien que dimanche, toutes les installations nucléaires resteraient fermées pour des raisons de sécurité. Bon voilà, c'était donc tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez une excellente journée avec la suite de nos programmes sur Nahal TV International en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire.